Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Venn, je suis directrice pédagogique des programmes en leadership et transformation pour Centrale Supélec et on est très heureux de vous avoir avec nous pour ce webinaire sur le business model, s'interroger sur son business model pour savoir s'il est toujours viable. Je suis accompagnée d'Emmanuelle Roux. Bonjour et ravie. Emmanuelle Roux, donc dirigeante de SC21, voilà, spécialisée plutôt dans les enjeux de transition, quelle transition vers le XXIe siècle et comment effectivement repenser son business model dans ce contexte. Pour reposer quelques éléments contextuels, je vous ai préparé effectivement cette slide qui raconte toute une histoire puisque en l'occurrence, vous pouvez voir deux images. Une image que beaucoup d'entre vous, je suppose, nous ne voyons pas et nous ne connaissons pas, mais peut-être se reconnaîtront, qui sont ces années qu'on a passées devant la télé, Récré à deux. Nous avions 10 ans et nous regardions à l'époque Goldorak, Candy et les autres. Et nous le faisions tous en même temps, à la même heure, au même moment, devant le même objet, qu'était la télévision en l'occurrence. C'était plutôt le mercredi après-midi et c'était plutôt vers 16h, si mon souvenir est bon, en mangeant un goûter. Et en l'occurrence, cette image, elle représente le monde industriel dans lequel nous avons grandi. Nous avons grandi et ce monde industriel dans lequel nous avons grandi, c'est un monde qui est un monde linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que les dessins animés comme Goldorak, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée, un porteur de projet. Et pour pouvoir délivrer son idée, eh bien, il s'est dit, tiens, il va falloir que je finance des professionnels. Et donc, il va falloir que j'aille convaincre des investisseurs. Pour convaincre ces investisseurs, il s'est dit, bah, finalement, je vais devoir effectivement pour ça démontrer qu'il y a un ROI, un canal de distribution, un business model. Très bien. Et il l'a fait. La preuve, on a eu Goldorak. Avec ça, ils ont acheté des professionnels, des salariés qui ont produit et dessiné, monté, tourné ce dessin animé. Puis, ils ont décidé de trouver un canal de distribution. Ils ont distribué et nous avons regardé, en étant des consommateurs, nous avons consommé un produit industriel fabriqué par d'autres. L'autre image, vous la connaissez peut-être moins pour certains d'entre vous, c'est une image d'un jeu très agréable qui s'appelle Minecraft. Et c'est les petits personnages que vous avez sur cet écran, les noms au-dessus, c'est le nom des joueurs qui se retrouvent. Donc, c'est un jeu dit massivement multijoueur dans lequel vous arrivez, vous êtes dans un univers où il n'y a rien, à part des forêts, des arbres et des mines, et vous allez apprendre à miner, à taper dans les arbres, à faire tomber des branches, à assembler des branches, à faire des planches. Et avec vos planches, vous allez faire d'autres planches qui vont vous permettre de faire des tables, des murs et autres. Et vous allez refabriquer un monde. Et dans ce monde, vous allez le faire pas tout seul, mais avec vos copains. Et en fait, cette image, elle est issue d'un film sur YouTube. Et moi, mes gamins, qui ont aujourd'hui 12 et 16 ans, eh bien, ils regardent leurs copains qui font des films qui sont diffusés sur une chaîne qui s'appelle quoi, sur une plateforme qui s'appelle YouTube, et dans lequel, bah, finalement, ils nous regardent encore un petit peu de dessins animés traditionnels, mais pas tant que ça. Et on peut voir que là, pour le coup, c'est ce nouveau monde dans lequel on est tous producteurs et consommateurs en même temps. Je joue à Minecraft, en même temps, je filme ma partie, je la diffuse quasiment gratuitement sur une plateforme mondiale. J'ai une audience immédiate, et moi qui regarde l'audience, eh bien, je suis aussi un joueur, et parfois, je peux même aller jouer avec eux. Et je crois que ces deux slides, elles racontent ce passage d'un monde linéaire dans lequel il y avait des producteurs, des consommateurs, dans lequel il y avait effectivement un passage ainsi de séquentiel, de séquences, je finance, je produis, je distribue, je récupère un utilisateur, à un monde dans lequel je produis en consommant tout en diffusant, et tout cela a lieu en même temps. Les consommateurs, les usagers et les producteurs sont les mêmes. Voilà. Et si c'est le monde dans lequel nous vivons, qui est l'économie plutôt collaborative sur la slide, je voulais prendre un peu le temps aussi de reposer que cette transformation numérique, d'abord, elle n'est pas récente. Elle n'est pas si perturbante que ça parce qu'elle serait trop rapide et trop brutale et trop maintenant. En fait, ça a commencé il y a longtemps, ça a commencé au milieu des années 90 par l'arrivée d'Internet en France et aux États-Unis avant, évidemment. Et en l'occurrence, l'arrivée d'Internet,
c'est important, c'est le moment où soudainement, moi, Emmanuel Roux, à l'époque, j'ai une vingtaine d'années à peine, et je passe du moment où je devais demander l'autorisation d'un rédacteur en chef pour publier un article de presse, ce que je faisais, j'étais journaliste à l'époque, à un moment donné où, en fait, je peux publier moi-même directement à mon audience. Première étape. Donc, la première étape, c'est le passage d'une communication qui permet à chacun de prendre la parole avec une audience large. Première étape. La deuxième étape, milieu des années 2000, c'est une étape dans laquelle nous avons vu arriver, entre autres, les réseaux sociaux et un début de plateforme où là, pour le coup, chacun peut émettre et recevoir des idées. Donc, je vais pouvoir effectivement, typiquement, écrire un article et avoir quelqu'un qui me le commande. Deuxième étape. Et ça, c'était milieu des années 2000. Donc, milieu des années 2000, c'était il y a 15 ans. Maintenant, on a connu après l'économie collaborative, c'est à force de se dire sur des forums ou dans des réseaux sociaux ou dans des commentaires de blog, tiens, je pars, mon appartement est libre, est-ce que quelqu'un le veut? Et ben, on s'est mis à échanger des biens, non plus des idées, mais bien des biens. Donc, la possibilité de mettre en commun, la possibilité de partager, la possibilité d'avoir des consommateurs qui se mettent eux-mêmes à être des distributeurs, effectivement, d'une certaine manière. Et nous sommes en train de vivre la quatrième étape, c'est un monde de plus en plus autonome, un monde dans lequel c'est plus des hommes et qui s'échangent des biens, mais dans lequel c'est de la data, de l'IA, des voitures autonomes, des drones et d'autres qui transportent ou qui véhiculent ou qui mettent en réseau des hommes, des objets et d'autres. Alors évidemment, moi je suis là pour dire, dans tout ça, nous devons garder la gouvernance, nous devons décider des algorithmes. Il y a eu des beaux sujets encore hier dans la presse autour de Parcoursup, si vous voulez lire les articles sur la non-transparence de l'algorithme chez Parcoursup. Et donc se pose la question de la non-transparence des algorithmes dans vos entreprises, chez vous, ce qui fait piloter votre business, à quel point vous avez la main dessus, à quel point c'est transparent, à quel point vous l'avez gouverné et à quel point vous avez pris les décisions ou pas. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup à travers nos contacts chez les dirigeants. Et puis, enfin, dans ce monde-là, il s'incarne comment aujourd'hui? Typiquement, sur des sujets très concrets. Le sujet du désert médical et comment aujourd'hui on voit commencer à s'instancier en ce moment même. Je ne vous parle pas d'un monde futur, je parle d'un monde qui est déjà là, un monde qui se construit déjà depuis plusieurs décennies, un monde qui touche déjà notre quotidien. Il est probable que la plupart d'entre vous ne préparez plus un voyage comme vous le faisiez il y a encore 3, 4, 5 ans. Eh bien, ce monde dans lequel on vit déjà, on voit arriver ces cabines de télémédecine, par exemple, dans lesquelles je vais pouvoir consulter un médecin à distance. Il y a des applications mobiles qui le permettent aussi et qui sont plutôt très intéressantes. Et évidemment, ça vient impacter des chaînes de valeur entières. Ça vient impacter aussi bien les officines que les laboratoires, que les médecins, mais aussi tout le corps médical, kinés et autres infirmiers autour. Et ça vient impacter, pas qu'en négatif, mais en positif. C'est aussi énormément d'opportunités de nouveaux business à développer et de nouvelles approches à faire. Voilà, en quelques mots, pourquoi on pense effectivement avec le campus des dirigeants et Centrale Supélec, et effectivement, il est temps de se poser la question, mon business model est-il encore viable aujourd'hui et comment être sûr de pérenniser l'entreprise et de le rendre viable demain? C'est bien tout le voyage auquel on vous invite. Merci Emmanuel donc d'avoir ouvert ce champ aussi largement parce qu'effectivement le champ est vaste et je suis sûre que dans chacune de vos entreprises ou bien même dans votre vie privée, vous le vivez au quotidien, peut-être parfois même sans vous en rendre compte à quel point le champ des possibles est vaste. Et c'est vrai que du coup, nous, le message qu'on aimerait porter maintenant, c'est de s'interroger sur la viabilité de son business model, mais non pas avec des craintes, même si on peut en avoir et c'est tout à fait légitime compte tenu des transformations à l'œuvre, mais avec, comme vient de le dire Emmanuel, beaucoup de regards opportunistes dans le bon sens du terme, surtout sur tout le champ des nouveaux. Les nouveaux s'appliquent à plein de réalités. Il y a les nouveaux marchés, il y a les nouveaux produits, il y a les nouveaux consommateurs, il y a les nouveaux pays, il y a les nouvelles technologies, bien sûr. Et puis, il y a les nouveaux collaborateurs. Et à Centrale Supélec, on tient absolument à considérer que l'homme reste au centre de l'ensemble de ces nouveautés et que c'est à lui finalement de se saisir de tout ce que ces nouveautés permettent de confronter. Et donc, on aura à cœur tout au long de ce webinaire de toujours se rappeler
que toutes ces nouveautés ne fonctionnent et ne fonctionneront de façon positive et à notre service qu'à condition que l'homme en soit conscient, en soit en capacité de s'en saisir et en capacité de les gouverner, pour reprendre un mot qui vient d'être dit par Emmanuel. Donc ça, c'est vraiment un point pour nous qui est absolument majeur. Donc, dans une deuxième partie, ce que je vous propose d'examiner maintenant, c'est quelques pistes, bien sûr, il y en a beaucoup, mais quelques regards de réponse. C'est-à-dire, finalement, s'interroger sur la viabilité de son business model, c'est aussi utiliser peut-être des nouveaux outils pour avoir des nouveaux regards sur ce qu'est son business model. Emmanuel l'a dit, est-ce qu'on est encore du temps de Goldorak ou finalement on est dans une linéarité de la production, linéarité de la construction d'un projet et du coup aussi peut-être linéarité de sa chaîne de valeur. Aujourd'hui, sa chaîne de valeur n'est plus linéaire. On parle d'une chaîne de valeur en étoile, d'une chaîne de valeur en réseau. Ça veut dire qu'en fait, on va être sur des chaînes de valeur qui vont être disruptées, on le sait, hein, sans parler d'Uber ou d'Airbnb, mais on est sur des chaînes de valeur qui vont nécessairement partir dans un écosystème. Et ce que j'aimerais avec vous, là, dans cette deuxième partie, c'est vous sensibiliser à la façon avec de nouveaux outils dont on peut appréhender cet écosystème dans lequel on est et qui permet de se réinterroger finalement sur la viabilité de son business model. Alors, on a choisi 3 approches, il y en a d'autres, c'est un choix. On voudrait parler avec vous du design thinking qui met le client et l'utilisateur surtout au centre de la démarche. De la méthode Canvas, pourquoi? Parce que cette méthode appréhende l'ensemble de l'écosystème et donc valorise cette fameuse chaîne de valeur en étoile ou en réseau dont on parlait tout à l'heure. Et puis quelque chose que peut-être vous connaissez moins, qui s'appelle l'effectuation, qui est un courant qui est né aux États-Unis au milieu, vers les années 2000-2005, et qui s'applique notamment à des projets nouveaux, à des startups, mais dont il est tout à fait intéressant de penser que même des business models déjà établis pourraient se réinterroger au regard de l'approche de l'effectuation. Donc, je vous propose de rentrer tout petit peu plus avant dans chacune de ces approches. On va commencer par le design thinking. Pourquoi? Parce que le design thinking, c'est vraiment la méthode qui met l'utilisateur au centre. Or, dans toutes ces nouveautés, aujourd'hui, à l'époque, quand on a fait Goldorak, on s'est interrogé sur le personnage et sur la chaîne de distribution, peut-être avant même de penser à qui allait regarder Goldorak. Aujourd'hui, on fonctionne de façon totalement inverse. On va comprendre qui est l'utilisateur final. On va le mettre dans son propre écosystème. On va essayer de comprendre quel est son référentiel d'usage, pour reprendre le terme approprié, sur quoi il se connecte, comment il regarde à l'époque la télévision, aujourd'hui YouTube, et finalement quels vont être ses leviers à lui pour s'intéresser à nous. Donc on va vraiment déplacer complètement son regard, son positionnement pour se mettre à la place de notre utilisateur. Et ça, c'est vrai même si on est dans un business B2B. Dans un business B2B, quand on propose cette méthode, souvent on nous dit « mais oui, mais moi, mon client à moi, c'est un autre pourvoyeur de biens ou de services à un client final ». Et la réponse à utiliser dans ces cas-là, c'est vraiment de s'intéresser au client final ou à l'utilisateur final. Donc, de faire un détour par l'utilisateur vraiment final, qui n'est pas nécessairement notre client direct, pour voir comment on peut enrichir l'offre de valeur à notre client à nous. Donc, assez rapidement, au travers de cette méthode, vous la connaissez peut-être, elle repose sur 5 temps. Le premier temps, c'est le temps de l'empathie. L'empathie, justement, avec l'utilisateur final, dans son écosystème d'usage, avec ce qu'on va appeler des personas, c'est-à-dire éventuellement des caractéristiques propres à différentes typologies d'utilisateurs. Une fois qu'on sera dans cette empathie, et on parle d'empathie aussi parce que vraiment, on va aller l'observer, on va aller l'interroger, mais pas seulement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conscientisées dans ce qu'il pourrait nous dire. Donc vraiment, on va aller observer cet utilisateur final dans son univers, dans son écosystème. Dans un deuxième temps, on va pouvoir définir finalement ce qu'est sa courbe d'expérience, comment il vit dans son écosystème d'usage, et à partir de là, voir comment on pourrait lui apporter des réponses à des difficultés qu'il peut avoir. Ensuite, on va passer en phase de créativité, d'idéation, mettre en commun tous nos cerveaux intelligents et créatifs pour voir quelle serait la bonne idée à apporter.
Enfin, modéliser et surtout tester. Le plus important dans toutes ces méthodes, c'est d'aller tout de suite se confronter au réel, d'aller proposer même avec des choses qui sont peu abouties, on appelle ça parfois des monstres, tellement ça reste des choses tout à fait empiriques, mais d'aller tout de suite vérifier avec notre utilisateur final à quel point notre idée peut répondre à son besoin. Voilà, et donc en adoptant cette démarche du design thinking, qui évidemment est plus riche que le raccourci que je vous en fais aujourd'hui, mais on peut se réinterroger pour savoir si notre business model repose bien encore sur ce service qu'on apporte à cet utilisateur-là. Et puis, une question qu'on peut aussi se poser, c'est on a tendance à regarder nos utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà nos clients, mais la bonne question à se poser, c'est d'aller faire cet exercice avec ceux qui ne sont pas nos clients, c'est-à-dire ceux que peut-être demain, on pourrait convaincre de rentrer dans notre écosystème et donc enrichir notre business model et qui sont dans des écosystèmes d'usage différents de ce que sont nos clients aujourd'hui. Donc, appliquer cette méthode finalement à nos non-clients, à nos prospects possibles, voire à ceux qui ne seront jamais clients, mais pour nous ouvrir l'esprit sur qui ils sont, c'est aussi une façon de se re-questionner sur la façon dont aujourd'hui on apporte notre service ou nos produits à nos propres clients. Voilà, donc ça c'est la première démarche que je vous propose d'envisager pour se re-questionner sur son business model. La deuxième démarche, c'est donc la méthode Canvas. Alors, vous allez voir, elle est connectée et elle s'inspire aussi de la méthode précédente du design thinking. Elle se fait en 2 temps. Le premier temps que vous avez là peut-être à l'écran correspond finalement au fait de positionner la compréhension des besoins clients que l'on vient de qualifier à travers le design thinking en bénéfice pour l'entreprise. Et là, vous voyez bien qu'on rentre directement dans le business model de l'entreprise. Donc, on va essayer de comprendre quels sont les bénéfices qu'on peut apporter au client, quels sont les problèmes qu'on va résoudre pour le client, quelles sont ses aspirations et du coup, où va-t-on créer de la valeur à la fois pour le client et comme on en crée pour le client, évidemment, on en crée pour nous puisqu'on va pouvoir répondre à son besoin. Donc, on va créer une vraie proposition de valeur qui va être la base de notre business model. Donc, de façon plus large, si on regarde dans l'autre slide l'écosystème de la méthode Canvas, voilà, vous la voyez peut-être en petit. L'idée n'est pas de détailler chaque case parce que voilà, comprendre et utiliser la méthode Canvas, ça prend plusieurs jours avant de pouvoir renseigner l'ensemble de ces catégories. Mais si on fait un petit survol rapide, on retrouve dans cette représentation du business model Canvas l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise et donc ce qui vient incrémenter ou alimenter son business model. On a, si vous voyez, à la fois les partenaires, et ça on y reviendra notamment dans l'effectuation. La notion de partenaire est absolument fondamentale. On n'est plus dans une relation d'entreprise étendue avec où sont mes fournisseurs, où sont mes clients. Non, on est dans une relation en étoile où les fournisseurs comme les clients sont des partenaires potentiels et à ce titre peuvent être à la fois des distributeurs, des clients, des fournisseurs, des collègues, voilà. Donc on a vraiment cette notion de partenaire qui est certainement au centre aujourd'hui des réflexions à avoir sur le business model. À côté, on a les activités clés. Les activités clés, c'est se recentrer sur ces propositions de valeur. Quelles sont pour nous les activités qui sont clés à la fois pour nos clients, pour nos partenaires, mais évidemment pour nous de ce fait. Quelles sont nos ressources? Et ça, on y reviendra aussi avec l'effectuation. S'interroger sur nos ressources clés, ça veut dire celles qui sont différenciantes, distinctives par rapport à la concurrence et surtout celles qui sont vraiment nos forces. Un joueur de tennis, on lui fait travailler son meilleur coup. Et ben nous, entreprise, il faut qu'on travaille notre meilleur coup. C'est quoi notre meilleure ressource? C'est quoi ce qui fait qu'on va être bien meilleur ou différenciant par rapport à nos concurrents pour apporter notre proposition de valeur à nos clients? Bien sûr, notre proposition de valeur, celle qui résulte de la compréhension de ce qu'on va apporter à nos utilisateurs, la relation qu'on va nouer avec nos clients, comment on va atteindre nos clients, donc nos fameux canaux de distribution. Et Dieu sait si aujourd'hui, ils sont totalement éclatés. Hein. On n'est plus, comme le disait Emmanuel, dans de la distribution linéaire, mais on va être dans de la distribution tous azimuts, réseaux sociaux, ce qu'on appelle le phygital, le lien entre le digital, le physique, les partenaires, etc. Nos clients regroupés et ensuite, bien sûr, pour nous, du coup, comment est-ce qu'on gagne notre argent? Quelles vont être nos sources de revenus compte tenu de cet écosystème et quelle va être notre structure de coûts?
Voilà, donc c'est une approche qui balaye, comme vous le voyez, l'ensemble de l'écosystème et qui remet bien sûr le client au centre de notre proposition de valeur, mais en repensant aussi ce qui fait notre différenciation. Donc ça, c'est la deuxième méthode que l'on voulait vous proposer. La troisième méthode est peut-être un peu moins connue, c'est ce qu'on appelle l'effectuation. Elle est très connue des startups parce que les startups ne peuvent fonctionner que comme ça. Elles n'ont pas le choix. Et parfois, elles sont un peu oubliées du coup d'entreprises un peu plus établies où les business models sont un peu plus établis, voire des grandes entreprises. Moi, je vais vous donner un exemple très simple sur l'effectuation, sans rentrer dans tous les détails. La différence entre l'effectuation et la méthode classique, c'est imaginez, vous avez un dîner à faire avec des copains. Une méthode classique, vous allez peut-être choisir une recette. Alors, avant dans un livre, aujourd'hui sur un site via votre smartphone. Et puis, une fois que vous aurez votre recette, vous allez regarder tout ce dont vous avez besoin comme ingrédients. Et puis, vous allez aller au marché ou vous faire livrer par votre fournisseur préféré des ingrédients dont vous avez besoin. Et puis à partir de là, vous allez cuisiner, vous allez chercher les boissons qui vont avec et vous allez recevoir vos amis. Ça, c'est la méthode classique des entreprises qui ont une stratégie, une vision, qui s'interrogent sur les moyens qu'elles doivent mettre en œuvre pour les atteindre, qui acquièrent ces moyens, soit les louent, soit les peu importe, et qui mettent ces moyens en œuvre pour atteindre l'objectif. C'est la même chose. L'effectuation, c'est une autre façon de penser les choses. C'est finalement, vous ouvrez votre frigo, vous regardez ce qu'il y a dedans et vous faites votre recette avec ce que vous avez. Ça, c'est vos ressources à vous, que vous avez à un instant T, qui sont vos ressources, et c'est votre force parce que vous les avez. Et donc, à partir de là, vous allez réfléchir de savoir finalement ce que vous allez faire de ces différentes ressources. Et puis, si vous manque des choses, vous allez demander à vos copains de les apporter. Ça, c'est le côté partenaire. Vous n'avez pas besoin forcément de les acquérir ou de les louer. Vous avez peut-être simplement besoin de demander à vos copains de vous les apporter. Et donc, d'aller chercher chez les autres des ressources complémentaires aux vôtres pour faire une meilleure recette. Et cette meilleure recette, justement, c'est ce que vous allez faire le mieux possible compte tenu de vos ressources et de votre écosystème, c'est-à-dire les partenaires avec lesquels vous allez pouvoir, à un instant T, envisager de créer de la valeur avec ce que vous avez. Donc, c'est ce qui est présenté dans ce petit schéma. On part de la gauche avec les différents moyens que l'on a. On regarde et on évalue ce qu'on pourrait en faire. On s'interroge sur ses buts compte tenu de ses moyens. Qu'est-ce que je peux éventuellement en faire? On va chercher des interactions avec des personnes de notre entourage et ça nous donne des idées et ça nous donne des ressources complémentaires. Ensuite, on s'engage dans une direction donnée et puis là, on commence à construire quelque chose d'un peu plus solide. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que finalement, au lieu de se reposer la question de savoir comment acquérir de nouvelles ressources pour atteindre de nouveaux buts, on va partir de ce qu'on a, de ses forces, et comme mon joueur de tennis, on va travailler sur ce qu'on sait faire de mieux en réfléchissant à ce qu'on pourrait en faire en termes de proposition de valeur. Et ça aussi, c'est une façon intéressante de reconsidérer son business model en revalorisant les ressources qu'on a, qu'elles soient humaines, qu'elles soient digitales, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient immobilières, peu importe, qu'elles soient financières. Quelles sont mes ressources et est-ce que vraiment je suis en train de les utiliser au mieux de ce que je pourrais en faire? Voilà, c'est la troisième méthode qu'on vous proposait d'examiner en réponse, ou en tout cas en piste de réflexion à cette question sur le business model. Alors pour terminer cette présentation, un tout petit mot pour vous dire que Centrale Supélec, en lien avec le campus des dirigeants, fort de sa connaissance des entreprises et notamment des PME et du tissu à la fois industriel et de services, a souhaité mettre en œuvre une formation, un parcours original qui s'adresse aux dirigeants et qui a pour objectif justement de les faire se re-questionner sur la transformation de leur entreprise, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des choses à conserver, bien évidemment, quand on fait de la transformation. Et pour cela, donc, c'est une formation qui a les objectifs que vous voyez affichés là, c'est-à-dire prendre conscience de ses forces. On en a parlé plusieurs fois. Les forces, c'est fondamental, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour faire de grandes choses. Prendre conscience de ses forces, questionner les perspectives de développement de son entreprise, pouvoir échanger avec ses pairs. On sait d'expérience, le campus et nous, que les dirigeants sont souvent très seuls
et que ces parcours qu'on propose, c'est aussi une façon pour eux de se retrouver avec des pairs pour échanger et évidemment trouver de nouvelles idées. Et puis, bâtir un projet de transformation pour l'entreprise. Sans rentrer dans le détail, ce qui va être original dans cette proposition de parcours, c'est qu'on va accompagner les dirigeants à la fois pour les aider à voir plus clair et diagnostiquer finalement leur business model et ce qu'ils vont faire demain, mais aussi les outiller pour le mettre en œuvre, et notamment le mettre en œuvre avec leurs équipes. Parce que même si un dirigeant est souvent seul pour prendre des décisions, il a fort heureusement bien souvent un comité de direction ou des équipes qui sont extrêmement solides, et tout le succès va passer par la capacité qu'il aura à les embarquer dans l'aventure. Et donc pour cela, on va les aider aussi à travailler avec leurs équipes dirigeantes, avec des méthodes d'intelligence collective, des méthodes de réflexion, des méthodes de positionnement, pour diagnostiquer ensemble comment ils pourraient se transformer et aller plus loin dans le développement de leur entreprise. Donc c'est l'originalité, hein, travailler à la fois sur le dirigeant, le conforter dans sa réflexion et l'outiller pour que, en interne, l'entreprise aussi profite de la formation qu'on va faire aux dirigeants pour trouver un nouveau souffle et se transformer chaque fois que ce sera nécessaire. À signaler d'ailleurs sous la responsabilité d'Emmanuel un temps particulier de Learning Expedition, c'est-à-dire qu'on va vous emmener dans un endroit qui va vous permettre de vous ouvrir, de réfléchir, d'avoir des perspectives différentes pour vous enrichir et être plus créatif peut-être dans la façon de voir les choses. Peut-être passer la parole à Emmanuel qui peut le présenter. Oui, merci bien. Oui, souvent, on se demande par où je démarre, et je pense que aller voir ailleurs, se laisser emporter en voyage, s'ouvrir à d'autres mondes que celui que l'on connaît, aller voir des acteurs qui n'ont rien à voir avec nous, en l'occurrence souvent, c'est un moment pour aussi partager du temps avec les autres, et ça apporte un autre regard, un décalage, ce pas de côté dont on a parfois besoin pour voir autrement son propre modèle, sa propre histoire, son propre devenir, et alimenter ses réflexions. On monte des voyages apprenants maintenant depuis pas mal d'années, France et étrangers, et c'est toujours de très belles rencontres et un impact très très fort, en l'occurrence, sur le devenir de ces entreprises qu'on a emmenées. Donc voilà, vous trouverez évidemment, si vous êtes intéressé, on peut à la fois répondre à des questions sur la formation, mais surtout sur la thématique de notre journée, sur le business model viable. Et vous trouverez bien sûr toutes les informations sur cette nouvelle formation sur le site de Centrale Supélec ou bien auprès de notre responsable commercial dont les coordonnées s'affichent à l'instant à l'écran. On vous remercie pour l'attention que vous nous avez portée et nous sommes tout oui, ou en tout cas nous sommes prêts à les lire parce que je crois qu'on ne va pas malheureusement pouvoir vous entendre, mais nous sommes tout prêts à accueillir les questions que vous auriez. N'hésitez pas à utiliser votre chat pour nous les poser ou bien réagir, nous partager avec nous des expériences que vous avez sur les différents sujets que nous venons d'aborder. Alors déjà, je vois une question. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la thématique, mais je vais essayer de la reformuler. Ce que je comprends, c'est que finalement, les questions que vous vous posez, vous vous interrogez de savoir si c'est pertinent de s'interroger sur son business model à tout moment. C'est-à-dire finalement, est-ce que pour l'entreprise, c'est une question qui doit être rémanente, qui doit revenir régulièrement, permanente, ou bien est-ce qu'il y a des moments clés finalement pour l'entreprise où c'est peut-être pertinent d'avoir ce regard sur son business model? Peut-être Emmanuel, vous avez des éléments de réponse? C'est une vaste question, je trouve. Effectivement, c'est une très belle question. Merci à vous. Alors, je parlerai peut-être au titre de moi-même dirigeante d'entreprise, pour le coup, sur des petites tailles. Je pense que dans un monde en constante évolution comme actuellement, et qui change très très vite et qui évolue très vite, garder un œil sur cette question est essentiel. Évidemment, on pourrait se dire c'est une question qu'on se pose à la création, c'est une question qu'on se pose quand on rentre et sort des nouveaux associés, c'est une question qu'on se pose face à une crise ou face au contraire à un potentiel de croissance. Mais je crois que vraiment, se poser la question très régulièrement, je dirais au moins 1 à 2 fois par an, avec ses équipes, de se dire est-ce qu'on est toujours sur le bon marché? Est-ce qu'on est toujours bien positionné? Ça a évolué comment autour de nous? Qu'est-ce qui est en train de bouger? Quelles sont les plaques en mouvement en ce moment?
qui peuvent venir nous impacter. Effectivement, je crois que ça devient un devoir du dirigeant, que ça l'a toujours été, mais que le temps était plus long et qu'aujourd'hui, c'est plus très actuel. Vous en pensez quoi? Oui, je suis bien en phase avec vous, Emmanuel. Je voudrais juste faire d'ailleurs un parallèle ou un lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui le monde VUCA, parce que c'est un mot qu'on n'a pas prononcé dans ce séminaire et dans ce webinaire et qui pourrait avoir sa place. Donc, vous connaissez cet acronyme VUCA, c'est aujourd'hui la façon dont on qualifie le monde dans lequel on vit, volatile, incertain, hein, VICA en français, VUCA en anglais, incertain, complexe et ambigu. Et ce monde VUCA, donc c'est un acronyme qui est beaucoup utilisé depuis à peu près les années 2010. Pourquoi? Parce que justement, ce fameux monde qu'on décrit et depuis tout à l'heure, eh bien, c'est lui qui change tout le temps, qui est complexe, qui est difficile à percevoir, qui peut être ambigu et donc qui est difficile à comprendre et analyser. Et donc, étant donné le rythme auquel les éléments évoluent autour de nous, et aussi étant donné la quantité et la complexité de ces éléments, bien sûr, on a besoin d'être en veille de plus en plus permanente et de se reposer encore plus souvent ce type de questions. Et je crois que là-dessus aussi, il y a un élément majeur à avoir, c'est de considérer que plus on va être proche du terrain, en observation, hein, c'est comme pour le design thinking, observer, écouter, lire, entendre, c'est vraiment la meilleure façon de s'interroger sur son business model. C'est un point de départ indispensable. Et comme il y a énormément de choses qui changent, on n'est pas capable à soi tout seul de faire cette observation permanente. Donc on a besoin d'être à plusieurs pour le faire et on a besoin de communiquer pour ça. Et on a besoin de se réinterroger ensemble pour savoir si finalement les signaux faibles qu'on est en train de détecter dans telle ou telle partie des ingrédients qui nous entourent, eh bien, sont des ingrédients qui méritent ou pas de se reposer, en tout cas de se reposer la question, c'est certain, mais de faire évoluer le business model ou les ingrédients qu'il compose, ça mérite à chaque fois de se reposer la question. Donc, je pense que oui, on a toujours besoin de se poser cette question. Évidemment, comme l'a dit Emmanuel, il y a des temps qui sont majeurs. Il y a des temps où là, on doit investiguer de façon peut-être plus large, se poser la question de façon plus profonde. Mais le regard permanent sur son environnement, d'autant plus quand il est VUCA, est certainement indispensable pour survivre et pour surtout saisir les opportunités. Encore une fois, gardons ce côté positif de la transformation. C'est pour cela qu'on a besoin d'être en veille. Alors, nous avons 2 nouvelles questions qui arrivent. L'une sur la Learning Expedition, de savoir en quoi elle consiste. Donc, je vais repasser la parole à Emmanuel. Très bien, merci bien. Donc une learning expedition, c'est donc en français, on va dire un voyage apprenant, consiste en partir ensemble sur un format de 2 jours pour aller voir effectivement se laisser emporter dans ce nouveau monde. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend une des villes, ça peut être Paris, ça peut être Bruxelles. On n'a pas finalisé ce choix. On est bien d'accord. On n'a pas finalisé ce choix. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller quelque part, dites-le nous, puisque on a fait Londres récemment, mais on se pose la question de l'anglais évidemment. Voilà, donc on va à Lille très souvent aussi. On va aller dire à chaque ville, on va trouver un peu une thématique et on va y aller y rencontrer à la fois des acteurs locaux qui ont fait des transformations, qui ont une histoire particulière et qui sont prêts à vous le partager. À la fois des lieux emblématiques, de là où se passent les transformations. Ça peut être des grands retailers qui se sont transformés, ça peut être des incubateurs dans lesquels se font aussi une partie des idées, ça peut être aussi des industriels qui ont revu complètement leur organisation et leur production. Donc des lieux emblématiques et surtout, je dirais, le voyage apprenant, c'est aussi du temps partagé ensemble, du temps pour se poser. On met dedans une séquence dans laquelle on va faire un exercice Vision 2030, par exemple, pour se dire, finalement, mon entreprise en 2030, je la veux où? Et quelle est ma vision? Et on va pouvoir croiser les réactions de chacun. Vous serez un groupe de 10-15 personnes qui pourront, chacun avec leur histoire, chacun avec leur business, et donc qui apporteront chacun un regard différent sur ce qu'ils vivent dans ce voyage, et ça viendra alimenter vos réflexions. Donc, en quelques mots, c'est à la fois des rencontres avec des acteurs qui l'ont fait et des acteurs qui sont en train de le faire et de le penser, à la fois de la visite de lieux forts, de lieux emblématiques, de lieux où venir le vivre et le ressentir, parce que c'est vraiment important dans les voyages apprenants de
que c'est vous qui allez le vivre. Vous n'allez pas juste voir des slides, vous allez vraiment y être. Et à la fois des temps pour mettre en commun, partager, challenger, définir, poser une vision et repartir du voyage avec à la fois des idées, mais aussi des actions et des plans d'action plutôt très clairs sur quoi faire en rentrant demain. Merci beaucoup. Alors, donc j'insiste effectivement et merci d'avoir repris cette idée, c'est que on attend de vous connaître, ceux qui allez partager cette formation avec nous, pour arrêter finalement le lieu de la Learning Expedition. Donc ça fait, c'est aussi de la co-construction et ça fait bien évidemment partie de nos méthodes pédagogiques de pouvoir partager avec vous vos souhaits et vos besoins. Nous avons une nouvelle question qui est un peu plus ciblée sur une personne qui souhaite donc savoir si on a déjà accompagné des chefs d'entreprise dans le secteur en particulier d'accessoires de mode. Donc, je ne sais pas. Personnellement, non. Je ne sais pas si Emmanuel les a déjà accompagnés. Donc, non, désolé, on ne connaît pas spécialement ce secteur d'activité. Néanmoins, nous pensons qu'il peut y avoir des points communs de caractéristiques avec des chefs d'entreprise dans différents secteurs. Donc, compléter. Et effectivement, ce qu'on observe, donc moi au titre de SC21, j'ai pu travailler aussi bien pour des acteurs comme on va dire Sodebo, donc pizza, pâtes, agroalimentaire, Atlantique, les chauffe-eau, ou encore Decathlon, ADO, mais aussi la Maïf et Crédit du Nord en ce moment. Donc des acteurs où on pourrait se dire qu'ils ont pas grand-chose en commun. Et en fait, ce sont tous des business models du XXe siècle qui sont en train d'être transformés par ces grands mouvements actuels de transformation, c'est le cas de le dire, excusez-moi. Et du coup, ça vient raconter quoi? Ça vient raconter dans toutes ces entreprises, ce qui est commun, c'est comment les espaces collaboratifs, la démarche de co-construction, le co-design vient complètement modifier mon organisation, ma pyramide managériale. Qu'est-ce que je fais de mes managers? Et moi, je dis, il faut les garder, on en a absolument besoin, mais pour autant, comment on les repositionne en leadership collaboratif? Qu'est-ce que ça signifie sur comment je calcule et comment je fais des projections long terme, là où on me demandait des plans sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, où j'avais des actionnaires qui voulaient y voir long, comment aujourd'hui je dois assumer en tant que dirigeant de dire, écoute, on va avancer à 1 an, 2 ans, 3 ans, et on va devoir pivoter, on va devoir se transformer régulièrement, on va devoir s'adapter. Donc, qu'est-ce que ça vient dire sur mes circuits de gouvernance de décision? Dans plein d'entreprises que j'accompagne, ce qu'on observe, c'est que la décision met tellement de temps à pouvoir être prise que le temps qu'elle soit prise, il faudra en prendre une autre en fait. Donc, vous avez quelqu'un dans l'entreprise qui a vu les signaux faibles, qui en a parlé, il n'a pas été entendu. On va l'appeler le canard sauvage. Au bout d'un moment, c'est devenu tellement criant qu'on s'est dit « Ah, c'est pas bête ». On s'est dit « Il va falloir faire une note ». La note, on va la présenter en première instance. Puis un jour, on va aussi à la monter jusqu'au CODIR. Le CODIR va commencer à en débattre, va le mettre au plan stratégique de l'année d'après ou de l'année d'après. Et j'exagère à peine, pour se dire que finalement, dans 3 ans, oui, ils auront regardé ce sujet et ils auront peut-être essayé de le mettre en œuvre, le temps d'avoir un budget, parce que ça ne rentre pas dans le budget de cette année, donc il faut attendre le budget. Donc, comment dans vos entreprises, vous modifiez les cycles de décision? Comment vous permettez de prendre une décision maintenant ou au trimestre? Comment vous arrêtez d'engager des budgets à l'année pour avoir des budgets qui peuvent être mobilisables tout de suite pour pouvoir maintenant prendre les bonnes décisions? Voilà. Donc, ces actes de transformation-là, le rapport au consommateur, le rapport à la production, le rapport au management, à l'organisation, à la gouvernance de l'entreprise, quel que soit votre secteur, vous avez tous les mêmes problèmes. Et je pense que c'est l'intérêt d'une formation comme la nôtre, d'aller vous se rendre compte qu'en fait, vous avez les mêmes problèmes que vos voisins et que c'est absolument pas sectoriel. Juste un petit mot sur la prise de décision, parce que c'est aussi un sujet qui m'est cher, pour aller évidemment dans le sens d'Emmanuel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la temporalité de la prise de décision, plus que la décision elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, ça bouge tellement vite que de toute façon, on n'est plus en capacité d'avoir l'ensemble des moyens pour avoir une décision 100% sûre et rationnelle. Donc, on est dans un autre mode de décision. On va être dans un mode de décision qui va être plus opportuniste, qui va être plus calé sur la temporalité. Si c'est ici et maintenant qu'il faut prendre la décision, il faut prendre la décision. Peut-être que cette décision, elle va être bonne à 30, 40, 60, voire 80%. Eh bien, c'est pas grave. Le plus important, ça aurait été de la prendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où on aura eu le plus de moyens possibles pour qu'elle soit bonne.
Demain, le temps aura changé, ce sera plus le temps, et de toute façon, elle sera moins bonne qu'aujourd'hui. Donc, ça n'empêche pas demain de, évidemment, revoir la prise de décision. Ça s'applique à des secteurs où là, il n'y a pas de pronostic vital engagé, j'allais dire, bien évidemment. Mais dès lors qu'on n'est pas dans des secteurs de cette nature, notamment dans le domaine médical ou dans des domaines vraiment fondamentaux, on a tous la possibilité de revoir sa copie le lendemain. On va plutôt aller dans des modes de test and learn, où on va se dire, tiens, on va essayer peut-être de prendre une décision sur un pilote, sur un côté partiel de son business model. On va tester, on va voir ce que ça donne, et demain, on va l'étendre ou pas. Et c'est finalement ce circuit de décision qui progressivement donne du sens à l'action. Et même si on peut s'interroger sur le fait de se dire est-ce que c'est vraiment bien de travailler comme ça, mais en fait, on n'a plus le choix. Et ce qui est fondamental, c'est que ça nous donne des opportunités qu'on n'avait pas quand on était, comme le rappelle Emmanuel, dans des circuits longs où il fallait planifier, où il fallait budgéter, où il fallait aller faire ses courses avant d'ouvrir le frigo. Et en ouvrant le frigo avant d'aller faire ses courses, eh bien, on est dans des circuits beaucoup plus courts qui nous permettent de profiter des opportunités. Et là, on a des vraies différences de fonctionnement avec ce qu'on peut avoir encore malheureusement aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Puisque là, on s'adresse à un public qui est plutôt de PME et TPE, j'allais dire profitez de cette chance. Vous n'êtes pas des grandes entreprises. Donc surtout, ne prenez pas leurs mauvaises habitudes. Aujourd'hui, tout ce qui faisait la force de planification et de vision des grandes entreprises sont aujourd'hui des freins pour la transformation. Donc vous, PME, TPE, restez agiles ou devenez plus agiles si vous en avez besoin grâce à des méthodes de fonctionnement qui sont aujourd'hui très différentes. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que nous allons conclure. Emmanuel, vous avez un petit mot à ajouter? Bon, écoutez, merci, ravi de cet échange et merci à vous d'avoir participé. Au plaisir, j'espère, de vous revoir et puis de vous emmener en voyage, en l'occurrence. Voilà, nous saurons construire cette destination pour vous et avec vous parce que c'est important. Merci à tous, vraiment. Merci à vous tous. Merci à Emmanuel d'avoir participé à cette question fondamentale avec son expérience. On espère vous revoir bientôt et au nom de Centrale Supélec, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.